Donc je dirais évidemment 1960. Donc c'est quand la gestion du parc a été reprise par des cadres congolais. Et ce qui a suivi, c'est les années 60, 70, qui était vraiment l'âge d'or du parc des Virunga, quand le tourisme battait son plein et le parc était à son zénith, disons, en termes de faune. Ensuite, 1992, quand il y a eu le moratoire sur la coopération internationale sur le Congo, tous les financements internationaux ont été suspendus sur les Virunga. Et ça a été une période, le début d'une période très difficile, où en fait tout a été perdu. Et ça a été amplifié, évidemment, par 1994, qui a été cette année terrible avec le génocide rwandais et l'arrivée de 3 millions de réfugiés, dont une grande partie se sont retrouvés aux abords du parc des Virunga. Et donc ça, c'était vraiment ce qui a scellé une période catastrophique pour le parc, mais pour la région. Donc 94, ça représente l'arrivée des réfugiés avec leur dépendance sur la forêt pour le bois de chauffe, parce que les humanitaires, ils fournissent l'aide en alimentation, l'aide médicale, les refuges, mais pas le bois de chauffe. Et donc les réfugiés dépendaient du parc pour ça. Et ça a créé ça a enclenché cette industrie du Makala, qui évidemment a été repris par les FDLR. Donc il y avait dans ces énormes camps de réfugiés des milices rwandaises, Interahamwe, ex-FAR, qui se sont installés par la suite avec la FDL dans le parc. 96, avec la FDL, les milices rwandaises qui sont par la suite devenues les FDLR ont quitté les camps de réfugiés et se sont réfugiés dans la forêt. Et c'est là où les forêts du parc des Virunga, les grandes forêts du Congo, sont devenues leur domaine. Et c'est ça qui a fixé ce problème dont qu'on subit depuis. 96, c'est également... En fait, l'histoire du parc suit l'histoire du Congo de façon assez proche. Le 98, la seconde rébellion et la division du pays en quatre administrations, 3 rebelles et une de l'État congolais. Le parc des Virunga était un microcosme de cette situation. Il y avait 2 rébellions, les RCD Goma, les RCD KML, et le parc était divisé en 2. Donc hier, vous étiez presque dans 2 pays, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et une administration qui dépendait de Kinshasa, qui était l'ICCN. Et l'ICCN était une des seules administrations qui a maintenu ce lien avec la capitale pendant toute la rébellion. C'est un peu grâce à son statut sous la Convention du patrimoine mondial qui a permis de maintenir la conservation de la nature au-dessus de la politique et maintenir sa situation d'institution nationale congolaise. Mais ça a fait aussi que le massacre des gardes des Virunga a vraiment commencé en 98. Et donc il y a eu une période d'énormes souffrances où les gardes, ils n'étaient pas payés, ils n'étaient pas équipés, mais ils ont maintenu leur poste. Et beaucoup d'entre eux ont payé de leur vie. Donc il y a même eu des exécutions publiques, il y a eu des tortures de garde pour les décourager pendant cette période entre 98 et 2003 en fait. Donc 2003, c'est la transition.
Et pour le parc, c'était la réunification du parc aussi. C'est là où nous, on a vraiment commencé l'effort. L'Union européenne est revenue tout de suite dès que les conditions étaient réunies pour reconstruire le parc. Donc 2003 était une année très importante parce que d'une part c'était la réunification, c'était une grande année pour le parc comme c'était une grande année pour le Congo, mais aussi la relance des grands programmes de réhabilitation. Ça a commencé assez modestement, mais l'Union européenne était le premier à vraiment s'inscrire dans cette logique. Ils sont venus, ils ont lancé ce programme qu'on développe toujours aujourd'hui. 2006-2007, c'était évidemment pour le Congo, c'était les premières élections, mais pour nous, il y a eu un contre-coup qui était la création du CNDP. Et le CNDP s'est formé, c'est vrai, il y a eu en 2004 à Bukavu, Matabishi et Mutebousi, pardon, Mutebousi. Matabishi, c'est un Nogori. Mutebousi et Nkunda qui ont fait ce putsch à Bukavu, mais tout de suite après, c'est revenu au Nord Kivu, ça a fermenté. Et puis on a eu la guerre du CNDP qui était dans le Massissi, dans le Rutshuru, donc dans le parc de Virunga. Et donc en 2006, c'était une année très difficile en fait pour le parc. C'est arrivé à une situation de crise en 2007 où il y avait cet effet combiné d'une guerre civile qui commençait, mais également cet affrontement au parc et aux gardes de nouveau. Et c'est là en 2007 où il y a eu le massacre des gorilles. Donc ça, c'est vraiment une année, juillet 2007, où tout a été remis en cause. Évidemment, c'est là où on a commencé à discuter. Vraiment, moi, je ne travaillais pas pour l'ICCN à l'époque, mais c'est là où on a vraiment discuté du fait qu'on était à une jonction. Soit on y allait à fond et on s'arrêtait devant rien pour remettre ce parc en état, soit on abandonnait. Et c'est là où l'ICCN a pris la décision de reconstruire la gestion du parc. Ils ont mis la direction du parc en appel à candidature. Je m'étais présenté à l'époque. Et c'est là où, en 2008, on m'a nommé. Mais 2007 était vraiment l'année où cette nouvelle gestion du parc a été conçue suite au massacre des gorilles. Donc 2007-2008, c'était vraiment l'année charnière pour une nouvelle façon de gérer une aire protégée qui était assez innovateur au niveau mondial. Et où on a vraiment, l'ICCN a vraiment conçu ce modèle de gestion où on ne se limite pas à la conservation, c'est vraiment un modèle économique. 2011, on est à je crois que notre 8e date, là, j'en ai encore 2. Ouais, c'est intéressant. C'est toute l'histoire qu'on parle. Voilà, c'est très intéressant. Non, même 15 dates, mais même 20. C'est toute l'histoire. Il m'en reste 2. C'est toute l'histoire. 2011. Je même 5 autres dates. 2011, c'est l'année où on a vraiment senti le coup dur par rapport à l'attaque des inciviques, des groupes armés sur le parc des Virunga. C'est, je pense, où certains groupes armés, en particulier les FDLR, se sont rendus compte que pour eux, l'ennemi, c'était le parc. Parce que c'est le parc qui commençait à résister à ce trafic, cette économie de la guerre. Et on a perdu 11 gardes, dont 8 dans une attaque. Quand on commençait à protéger les civils sur les routes et essayer de bloquer cette économie du kidnapping et du trafic. Donc 2011 était une année très très difficile. C'est là où on s'est rendu compte que vraiment on était considéré comme ennemi par rapport aux groupes armés. 2012, la M23. Donc c'est là où on a vraiment
matérialisé le principe qu'on ne quitte jamais le parc. 2012 était une année très très difficile parce que il y a eu tout nous a frappé en même temps. Donc on a eu les attaques des groupes armés l'année d'avant. On a eu le M23, la guerre du M23 qui a commencé ici. Et on a eu les pétroliers, Soko. Nous sommes tous arrivés dessus. Et donc il fallait résister à tout ça. Et c'est là, à l'époque, c'était le ministre Ndundu qui était notre ministre de tutelle. Je crois que si je ne veux pas entrer dans la politique, mais indépendamment de la politique, c'est cet individu qui nous a permis de survivre, parce qu'il nous a permis d'être extrêmement... Il a pris des positions fermes? Oui, par rapport à la loi. Okay. C'est une aire protégée, c'est un engagement de l'État congolais par rapport aux conventions internationales. On respecte la loi. Donc, il nous a permis de faire notre travail, ce qui était assez courageux à l'époque. Ensuite, donc il y a eu la guerre du M23. 2012 était vraiment une année importante parce que c'est là où on a conçu le projet de Matebe. On a commencé en 2013, il a été conçu en 2012. Donc c'était une année à la fois très difficile, mais on a pris cette position, on ne quitte pas. Donc Rumangabo a été bombardé, on était en fait dans le... on a mis tous les civils dans la cave qui est juste là. Et les gardes, ils ont creusé des tranchées, ils sont restés à leur poste. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez vu le film sur Netflix. C'était sur toute cette époque. Oui, Virunga, oui. Oui, c'est ça, oui. Donc ça, c'est un film qui a été tourné pendant cette période très difficile. Après, il logeait ici, il était venu ici. Oui, c'est ça, oui. Donc ça c'était 2012. Après ça, 2015, quand on a inauguré Matebe, donc ça c'était le lancement d'un nouveau chapitre où le parc devient le moteur de l'économie. C'était le début de ce nouveau chapitre, disons. C'était un chapitre très, très positif. Le tourisme relancé, donc c'était de nouveau une âge d'or. C'était et puis 2021, l'arrivée des journalistes de Kinshasa.